En tant qu'artiste, je ne suis pas l'auteur de l'idée, de l'inspiration qui me traverse, je suis uniquement son véhicule. Je suis son portail. Je suis un portail que l'idée a choisi pour être accouché dans la matière. Ce n'est pas moi qui choisis l'idée, c'est l'idée qui me choisit, qui m'utilise comme un outil pour être accouché dans la matière. Donc finalement, quand on comprend vraiment ça, ça change toute la donne sur notre posture, notre positionnement en tant qu'artiste et la façon dont on va s'organiser, dont on va organiser notre travail. Parce qu'on comprend que puisque ce n'est pas moi qui choisis l'idée, c'est l'idée qui me choisit, puisque ce n'est pas un processus intellectuel, la créativité, l'inspiration, c'est un processus spirituel, à ce moment-là, ça ne sert absolument à rien de m'auto-flageller pour que je sois disciplinée. Puisque, au final, mon seul et unique rôle, mon seul et unique travail, c'est d'être un canal. C'est d'être un canal pour que la créativité, les idées, puissent passer à travers moi. Ça tourne là ? Oh merde. Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de façon un petit peu spontanée d'un sujet qui a émergé dans une discussion que j'avais tout à l'heure avec un ami très cher à mon cœur qui s'appelle Jérémy, qui est un photographe très talentueux. Je vous invite à aller voir son compte et ce qu'il fait. C'est quelqu'un de très inspiré dans ses photographies et ses vidéos. Et donc il s'avère que, moi, dans la mesure où je suis aussi dans une démarche artistique, puisque ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux savent que à côté de l'astrologie et des consultations de développement personnel, je suis aussi écrivaine et je suis donc lancée dans un processus créatif d'un roman qui est en train de s'accélérer en ce moment. Donc avec Jérémy, nous avons souvent ce genre de conversation où nous parlons de créativité, du processus en fait d'accouchement créatif. Et on se rend compte en fait en parlant avec d'autres artistes, même s'ils viennent d'univers différents, de disciplines différentes, on se rend compte qu'au final, ce sont toujours un petit peu les mêmes problématiques, les mêmes questionnements, les mêmes interrogations. Je me rends vraiment compte qu'il y a quelque chose en fait qui est notre lot commun, à nous les créatifs, à savoir que souvent on est un petit peu dans des postures d'autoflagellation, je pense, à beaucoup se culpabiliser nous-mêmes du fait qu'on ne soit pas assez discipliné. Et souvent, quand on est artiste, on a un peu cette tendance à fonctionner au feeling, à l'inspiration, qui est quelque chose d'assez imprévisible. Mais on a parfois du mal à se tenir à une routine, en fait. Et souvent, on se rend compte que du coup, nos projets n'avancent pas comme on voudrait à cause de ça, qu'on n'arrive pas à trouver cette motivation de se mettre tous les jours à sa table et devant son carnet ou son ordinateur et de se mettre à écrire. Enfin, on est souvent aussi traversé par beaucoup de peurs, de doutes. On a souvent beaucoup de problèmes de perfectionnisme qui fait qu'on se sent paralysé et qu'on n'arrive pas à juste passer à l'action. On n'arrive pas à juste faire taire le mental, en fait, et à simplement laisser s'exprimer ce qu'il y a à s'exprimer. On est là, on se dit oui, mais ce que je fais là, c'est nul, ça ressemble pas à cette vision que j'ai dans ma tête, c'est pas assez original, ça ne va pas plaire, ça ne va pas parler. Donc on est vraiment parasité par ces pensées qui sont vraiment cette projection du mental. Et donc sur ces sujets-là, dont je parlais avec mon ami Jérémy, je me suis rendu compte que, ça m'a rappelé en fait deux lectures que j'ai faites au cours de l'année qui s'est écoulée. Deux livres en fait qui font vraiment partie, en fait, ils sont vraiment rejoints presque directement la liste des livres qui ont changé ma vie. Et je me rends compte 1 an plus tard, alors que je suis toujours donc, dans ce processus créatif de mon roman, à quel point ces deux livres m'ont aidée à dépasser toutes ces problématiques dont j'ai parlé, tous ces questionnements, toutes ces interrogations, ces culpabilisations, à quel point ça m'a aidée. Et aujourd'hui, je sens que j'arrive enfin à un stade où j'atteins un petit peu cette fluidité, où je peux du coup allier en fait cette expression qui est vraiment en fait cette énergie très yin finalement, cette inspiration, cette expression, ce flow créatif,
avec une énergie plus yang qui vient structurer un petit peu tout ça et qui me permet d'exécuter et d'accoucher dans la matière ces idées. Et ces deux livres dont j'ai envie de vous parler, alors le premier c'est La Bible des artistes, c'est un livre qui a été écrit par Julia Cameron. Je pense que certains d'entre vous qui me suivent le connaissent, l'ont sûrement déjà lu, et qui s'appelle « Libérez votre créativité » dans la version française. C'est un vieux livre qui date de 1995 et qui est culte. C'est pas étonnant qu'il soit devenu culte. Et le deuxième, c'est un livre d'Elizabeth Gilbert, donc la célèbre romancière qui a écrit Mange, prie, aime, et qui s'appelle Big Magic, en anglais en version originale. En français, je ne me rappelle pas le nom, mais ce sont deux livres qui parlent de la créativité, du point de vue de ces deux femmes qui sont écrivaines, toutes les deux. Et donc, j'ai sélectionné des petits passages de ces livres que j'ai envie de partager avec vous. C'est des petites nuggets de sagesse pour les artistes, pour retrouver un petit peu la foi en soi-même et en sa créativité. Mais si je devais déjà résumer en fait ce que j'ai retenu de ces deux livres, ça tient en une phrase. C'est le fait que la créativité, ce n'est pas un processus mental. Et je répète, la créativité, ce n'est pas un processus mental. Ce n'est pas quelque chose auquel on arrive en réfléchissant beaucoup. Hein, on est souvent là en tant qu'artiste à se dire « il faut que je réfléchisse beaucoup, que je fasse tourner mes méninges pour trouver l'idée du siècle, l'idée géniale, l'idée qui va être la plus originale, la plus... voilà ». Sauf qu'au final, on s'en rend compte quand on commence vraiment à explorer sa créativité. C'est pas quelque chose qui se commande, c'est pas quelque chose qui a à voir avec l'intellect. Même si l'intellect, il intervient ensuite pour nous aider à accoucher l'idée, à la structurer, mais ce n'est pas l'intellect qui nous donne l'idée. Au final, ce n'est pas nous qui trouvons les idées, ce sont les idées qui nous trouvent. Ça, c'est hyper important à comprendre. Cette nature très spirituelle, très mystérieuse et mystique de ce qui est vraiment l'inspiration et la créativité. Et ça, les artistes, les philosophes en parlent depuis des siècles, même depuis l'Antiquité. Socrate qui parlait du daimon, ce mot grec qui a été traduit improprement en français par démon, mais qui en fait représente ce souffle divin qui traverse les humains et qui leur chuchote parfois des idées, des inspirations. C'est vraiment en fait quelque chose dont les artistes parlent depuis la nuit des temps. Il y a aussi bien sûr les muses dans la mythologie grecque, etc. Mais finalement, ça a toujours été très conscient de la part des artistes que, en tant qu'artiste, je ne suis pas l'auteur de l'idée, de l'inspiration qui me traverse, je suis uniquement son véhicule. Je suis son portail. Je suis un portail que l'idée a choisi pour être accouché dans la matière. Et ça demande finalement, en fait, c'est très paradoxal parce que c'est à la fois c'est une posture qui amène à embrasser beaucoup d'humilité, parce que là, on n'est plus dans l'ego, on n'est plus dans le « oh, je suis cet artiste tellement brillant et tellement intelligent et tellement génial, qui trouve ses idées tellement incroyables ». Non, on se ramène assez brutalement à cette place très humble de se dire « non, je suis juste un canal, je suis juste un outil que l'idée a choisi pour être accouché dans la matière, pour être partagé ». Donc ça amène cette humilité, mais en même temps ça amène ce soulagement, ce lâcher-prise, parce qu'on comprend que voilà, ce n'est pas en réfléchissant encore plus fort, en s'autoflagellant encore plus fort, en se disciplinant encore plus fort, qu'on arrivera à un quelconque résultat. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'être un canal, ce qui veut dire que mon seul boulot, c'est de faire en sorte que je sois le plus possible dans un état de réceptivité. En anglais, on dit de channeling, être un channeler, être dans cet état de réceptivité. C'est vraiment, c'est du lâcher-prise en fait. Là, on n'est plus dans quelque chose d'actif, dans un combat, dans quelque chose de mental, dans l'ego. On est dans ce lâcher-prise, dans cette position presque passive où on attend simplement que l'idée nous trouve et nous traverse. Et du coup, je vais vous partager donc ces petites phrases issues de ces deux livres.
qui résument vraiment ce message. La première, donc ça c'est issu du livre de Liz Gilbert, Big Magic. Elle dit en anglais « You take care of the quality, I take care of the quantity ». Donc, tu prends soin de la qualité, et en fait là elle s'adresse à l'univers, au divin. Elle lui dit « Tu prends soin de la qualité, et moi je prendrai soin de la quantité ». Je peux pas vous exprimer à quel point cette phrase, c'est devenu un mantra pour moi depuis 1 an que j'ai lu ce livre, qui a donc changé ma vie, et ma vie d'artiste en particulier. Cette phrase est devenue littéralement un mantra pour moi. Et je peux juste pas vous exprimer à quel point ça a fluidifié mon processus créatif quand j'ai vraiment compris cette phrase, pas juste intellectuellement, quand je m'en suis imprégnée, viscéralement, profondément. En fait, mon seul job, c'est juste de m'asseoir à ma table, le plus souvent possible, le plus souvent que je puisse, d'ouvrir mon ordinateur, d'ouvrir mon petit fichier Word et d'écrire. Et c'est tout. Toutes les pensées parasites qui viennent autour de cette action-là, est-ce que ce que j'écris c'est assez bien? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est qualitatif? Est-ce que c'est bon ce que je suis en train de faire? Enfin, si vous êtes artiste, encore une fois, vous connaissez ces pensées-là, parasites, qui ont le chic pour vous paralyser sur place, vous couper totalement de votre flot créatif et vous mettre dans une énergie, plutôt que d'être dans une énergie de plaisir et d'amour, qui est l'énergie indispensable quand on est dans le processus créatif, ça vous met dans une énergie d'angoisse, en fait, d'anxiété, de lourdeur. Et finalement, vraiment comprendre ça, moi je prends juste soin de la quantité. Mon seul boulot, c'est de prendre soin de la quantité. C'est extrêmement libérateur, parce qu'on comprend que le reste, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est... Voilà, le reste, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Encore une fois, l'idée, elle ne dépend pas de nous, elle vient à nous. Nous, on est juste là pour la coucher. Ce que disait Elizabeth Gilbert aussi, qui m'avait beaucoup marqué dans son livre, elle disait qu'elle avait passé un contrat avec l'univers quand elle avait décidé de devenir romancière. Assez jeune d'ailleurs, enfin à 20 ans je crois, elle avait décidé de devenir romancière. Et elle avait passé ce contrat avec l'univers où elle disait qu'en fait son contrat, c'est qu'elle s'engageait non pas à être une bonne écrivaine, a good writer, mais simplement elle s'engageait à être une écrivaine, tout court. Parce que et en fait, une fois qu'on se libère de cette exigence de qualité, c'est comme si on faisait le vide. On évacue en fait l'ego, etc. Et ça fait une place énorme qui permet qu'on puisse se remplir de l'inspiration, qu'on puisse se remplir du divin, de cette magie du divin qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas contrôler, qui n'est pas en notre contrôle, en notre pouvoir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc voilà, la phrase, elle dit « Ce n'est pas mon problème si mon travail n'est pas bon. D'ailleurs, ce n'est même pas ma faute. Mon contrat avec l'univers n'est pas d'être un bon écrivain, c'est juste d'être un écrivain, tout court. » Je trouve cette phrase extrêmement puissante. Il y a quelque chose aussi qui est du coup dans la continuité de ce que je viens de dire. Quelque chose d'important à comprendre aussi, c'est que la perfection, le perfectionnisme, la perfection, c'est l'ennemi du bien. Et j'ai trouvé une petite phrase tout à l'heure qui est sortie un petit peu comme ça, l'inspiration, hein, où je me suis dit, ce qui est fait est mieux que parfait et pas fait. Fait, c'est toujours mieux que parfait et pas fait. Et en fait, c'est vraiment le pire ennemi de tous les artistes, ce perfectionnisme, qui part en fait d'une bonne intention dans la mesure où on a cette vision tellement claire de ce qu'on a envie de produire. Et du coup, quand on commence à produire, oui, surtout que les débuts du processus créatif, c'est hyper chaotique, c'est désordonné, et ça doit l'être en fait. Il faut accepter
cette phase initiale, qui peut d'ailleurs, pour moi, elle a duré quasiment 1 an, cette phase initiale. En plus, j'ai écrit un roman qui est assez complexe, un roman historique, il y a beaucoup de recherches à faire. Donc pendant quasiment 1 an, j'étais là à juste emmagasiner des notes, à écrire des bouts de chapitres, à pas savoir vraiment dans quelle direction ça allait. Et c'est extrêmement décourageant, parce qu'on a cette vision tellement parfaite, et on voit que ce qu'on fait, soit on n'en voit pas encore les résultats, on fournit beaucoup de travail, on ne voit pas de résultats, ou tout simplement, on se rend compte que c'est pas très bon en fait au début. Et en fait, il faut juste accepter cette phase, il faut juste accepter que c'est ça le processus créatif. Parce que finalement, le processus créatif, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais je le redis, le processus créatif, c'est un flot d'énergie yin, c'est de l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est l'énergie de la création, mais c'est aussi l'énergie du chaos. Quand on est au début d'un processus créatif, on doit être accepté d'être dans cette énergie féminine de chaos. Et c'est seulement une fois qu'on a totalement embrassé cette énergie et que l'inspiration est là, que l'idée elle est là, qu'on peut alors convoquer de l'énergie masculine, de l'énergie yang, pour cette fois apporter de la structure. Mais si on fait intervenir l'énergie masculine, l'énergie yang trop tôt, qu'on met cette structure trop tôt, elle étouffe l'énergie féminine, l'énergie yin, elle étouffe la créativité. Donc c'est très très important de comprendre ce processus, ce timing, et de l'accepter, et de ne pas l'étouffer, de ne pas ajouter de l'angoisse et de l'anxiété par-dessus tout ça, en étant dans ce perfectionnisme complètement stérile. Et il y avait une phrase d'ailleurs qui m'avait beaucoup marquée sur cette thématique du perfectionnisme et du processus créatif. Oui, voilà, elle disait... Le perfectionnisme, donc en anglais, perfectionism is the killer of all good things. I don't want to be perfect, I want to be finished. C'est encore une phrase très puissante. Et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, le fait, c'est toujours mieux que le parfait qui n'est pas fait. Le perfectionnisme, en fait, ça nourrit juste votre ego. Ça nourrit juste votre ego, le fait de vous dire que voilà, vous faites des choses d'une qualité supérieure aux autres. Mais ça ne vous permettra pas d'achever votre travail. Donc vous aurez un manuscrit ou un projet créatif quelconque hyper parfait, mais qui ne vivra que dans le monde virtuel de votre imagination, ou dans vos fonds de tiroir, ou dans vos fichiers Word, dans les limbes de votre ordinateur. Mais ça ne s'accouchera jamais, parce que la matière, ce qui existe, ce qui est réel, c'est toujours imparfait par définition. Mais c'est ce qui est beau. C'est ce qui est beau, et il faut vraiment l'accepter, cette imperfection, qui est consubstantielle du vivant, de la vie, tout simplement. Alors, il y avait aussi cette petite note que je m'étais faite. Donc, après avoir lu ces 2 livres, j'avais écrit donc, sur le self-sabotage. Alors, les différents visages du self-sabotage. Donc, premier visage, j'avais écrit, bien sûr, le perfectionnisme. Ensuite, vouloir être bon du premier coup et refuser les brouillons. Avoir peur de l'échec, alors qu'en réalité, l'échec n'existe pas. Il y a uniquement des apprentissages. Et les brouillons, ils sont nécessaires dans un processus créatif. Même si ça vous prend 1 an, 2 ans, 3 ans à écrire des brouillons, les réécrire, etc., en fait, vous êtes en train de peaufiner vos outils, de peaufiner votre art, refining your skills. On ne peut pas devenir... En fait, qui exigerait d'un médecin, par exemple, d'un docteur, d'un chirurgien, qu'il soit un excellent chirurgien dès le début, en fait. Il arrive à peine à la fac de médecine et il sait déjà tout ce qu'il doit savoir, il sait déjà faire des opérations très précises, etc. Enfin, c'est complètement absurde. Et donc pourquoi, en tant qu'artiste, on se met cette pression, cette exigence totalement irréaliste de croire que dès notre premier jet, ce sera d'une super qualité. Il faut accepter, en fait, l'artiste, pour moi, c'est un artisan. C'est un travail d'artisanat quand on écrit, quand on peint, quand on filme, etc. C'est de l'artisanat. Il y a ce travail presque manuel et il faut accepter que ça prend du temps. Ça prend du temps à se perfectionner. Il faut vraiment l'accepter, sinon on est juste paralysé et on reste toujours à la première marche parce qu'on a peur de se planter, on a peur de faire quelque chose qui ne soit pas bon.
Donc après, j'avais écrit, donc toujours parmi les ennemis de l'artiste, hein, les visages du self-sabotage, la procrastination et écrire seulement quand je suis motivée. Ça, c'est très important à comprendre. Parce qu'au final, quand on attend d'être motivé pour se consacrer à son art, c'est qu'on n'a toujours pas compris la nature de la créativité, la nature réelle de l'inspiration dont je parlais au début. Ce n'est pas à vous, à vous-même, de vous automotiver, de créer votre motivation à partir de rien. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est vous asseoir devant vos outils et travailler. Take care of the quantity. Et c'est à ce moment-là que la motivation, l'inspiration, qui est divine, va vous trouver, ou pas d'ailleurs. Il y a certains jours où elle ne vous trouvera pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous ne vous mettez pas devant vos outils, elle ne va pas venir vous trouver, en fait. Donc la seule chose que vous ayez à faire, c'est vous mettre dans les circonstances, les conditions, pour que cette motivation, cette inspiration vienne vous trouver. Alors j'avais écrit aussi en dernier point, la culpabilisation. Entre guillemets, c'est trop tard, je suis trop vieille, je suis trop... insérez l'adjectif que vous voulez, j'ai gâché mon talent, etc. Alors ça, c'est... en fait, c'est pas indirectement lié au perfectionnisme aussi, je pense, ce genre de pensée de culpabilisation. Parce que oui, peut-être qu'il est trop tard pour que vous deveniez... je sais pas, par exemple, imaginons que vous vouliez vous mettre au piano. Peut-être qu'il est trop tard pour que vous deveniez le Beethoven ou le Mozart de votre époque, parce que vous n'avez pas commencé assez jeune, vous avez, je sais pas, vous avez 30 ans passés, vous vous mettez au piano. Oui, clairement, statistiquement, il y a peu de chances que vous deveniez le Mozart du XXIe siècle. Mais est-ce que c'est le but, en fait ? Est-ce que c'est le but ? Et pourquoi vouloir à tout prix se distinguer, être le plus parfait, quand vous pourriez déjà être, non pas un pianiste parfait et exceptionnel, mais être un bon pianiste ? Un bon pianiste qui joue des mélodies, qui lui apporte du bonheur et de la joie, et qui apporte à son entourage du bonheur et de la joie. Est-ce que c'est pas ça, finalement, le réel et le seul but de l'art et d'une pratique artistique ? C'est se nourrir soi-même avant tout. Et ça, je pense qu'on le perd souvent de vue parce qu'on est tellement focalisé sur la réception extérieure de notre art, ce qui se comprend bien sûr, mais ce qui est un piège vraiment très dangereux en fait pour les artistes, de se focaliser à ce point sur « ok, comment est-ce que mon art va être reçu ?» au point qu'on en oublie qu'au final, cet art, on le produit avant tout pour nous-mêmes. Si ça touche quelqu'un, si ça parle à quelqu'un in fine, ça c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas le but, et ça ne doit surtout pas être le but recherché quand vous êtes dans le processus créatif, parce que sinon, vous vous retrouvez à vous êtes tout le temps en train de faire un pas de côté par rapport à vous-même, de vous observer vous-même en train d'écrire ou en train de jouer, etc. Et de vous dire « ah oui, mais est-ce que ça va plaire ? Et en fait, vous êtes dans une schizophrénie, entre guillemets, qui finalement, paradoxalement, peut vous amener à passer à côté d'une vraie idée géniale, parce que ça aurait été une idée authentique pour vous, authentique pour votre public, mais vous passez à côté parce que vous êtes tellement dans cette énergie d'anticipation et de mental, cette énergie très mentale, d'ego, de contrôle, que vous pensez que c'est vous qui devez tout contrôler, qui devez vous assurer de la qualité, du fait que ça va plaire, alors qu'encore une fois, c'est pas quelque chose qui est en votre contrôle. C'est quelque chose qui vous dépasse, ça vient d'une autre strate. Et c'est vraiment en lâchant prise totalement sur ça, en étant juste du coup dans votre travail, dans votre authenticité, que paradoxalement, vous êtes le plus à même, statistiquement, de tomber sur l'idée qui sera l'idée géniale. Il y a quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé dans ces deux livres. Ce sont tous les passages où Liz Gilbert et Julia Cameron parlent du rapport des artistes à la discipline. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais je vais approfondir maintenant là-dessus. Souvent, donc, on s'autoflagelle de notre manque de discipline, de notre procrastination, et on se dit c'est à cause de ça que je ne pourrai jamais être un artiste accompli, que je ne pourrai jamais finir ce livre, ce projet, etc.
Et alors moi, ça a été vraiment une révélation pour moi de lire ça. C'est que toutes les deux, ces deux auteurs disent que pour achever notre œuvre, on n'a pas besoin de plus de discipline. Pas du tout. On a juste besoin de plus d'amour. Et de self-forgiveness, donc de se pardonner nous-mêmes pour nos imperfections, les imperfections de notre travail, pour ces jours où on n'est pas motivé, où on procrastine. Juste en étant dans cet amour de nous-mêmes et de notre artiste intérieur, on se rend compte que on coupe l'approvisionnement de la peur. Parce qu'au final, ce qui se cache derrière la procrastination, c'est pas de la paresse, et ça, c'est quelque chose qui est étudié d'ailleurs par des psychologues, des études comment on appelle ça, en sciences cognitives, etc., qui montrent que, en fait, la paresse, finalement, ça n'existe pas. Derrière la procrastination, il y a toujours quelque chose de psychologique, et en général, c'est de la peur. Et la peur nous paralyse. Et en allant dans l'autoflagellation et dans la discipline, finalement, on ne fait que nourrir le dialogue intérieur de la peur qui nous dit « ben oui, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez sérieux, je ne suis pas assez discipliné, je suis nul, je suis un gros paresseux ». On ne fait que nourrir ce dialogue intérieur qui est en fait la peur qui parle à travers nous. Et le meilleur antidote contre la peur, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Donc il faut contrer finalement toutes ces pensées parasites négatives là, d'autocritique, de critique intérieure, avec de l'amour. Et elle disait quelque chose de très très beau, Julia Cameron. Elle disait que, surtout quand on est un jeune artiste, hein, et jeune, c'est pas lié à l'âge, c'est lié à quel point votre décision de vous reconnecter à votre art est récente. Donc on peut tous être de jeunes artistes, quel que soit notre âge. Elle disait que c'est hyper important de créer un safe space pour ce jeune artiste à l'intérieur de vous qui est encore timide, qui est encore hésitant et qui essaie de s'affirmer. Elle disait « J'ai la responsabilité de protéger et de nourrir mon artiste intérieur, qui est aussi mon enfant intérieur. Je dois le nourrir et le protéger des attaques d'autrui et surtout des attaques de moi-même. » Quand elle dit des attaques d'autrui, ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer avec moi-même. C'est que souvent, quand on est un jeune artiste hésitant et qu'on n'a pas confiance en soi, on a tendance à vouloir montrer notre travail à des personnes extérieures, mais à un moment qui est vraiment trop prématuré par rapport à notre processus de création, c'est trop tôt. Et moi, donc, j'avais fait en fait cette erreur de créer, je me rappelle il y a un an, un groupe Facebook dans lequel j'avais mis quelques amis et je partageais régulièrement des bribes de mon roman, mais qui étaient, je vous ai dit, il y a un an, mon roman, c'était même pas lisible en fait, même pour moi, je ne savais même pas moi-même dans quelle direction j'allais. J'étais vraiment dans cette phase de shoot libre dans toutes les directions, d'accumuler des notes, mais c'était un énorme chantier, c'était un gros bordel, hyper chaotique. Mais j'avais tellement peu confiance en moi, et cette phase de chaos, elle me déprimait tellement, finalement, je me désespérais tellement de voir enfin la prochaine étape où les choses allaient enfin prendre forme, que j'ai voulu compenser mon manque de confiance en moi-même par de la validation extérieure. Et du coup, le résultat a été très décevant puisque mes amies, je pense qu'elles n'avaient juste pas le temps de lire mes élucubrations, mes gloubi-gloubas qui étaient complètement illisibles à leur décharge. Et c'est normal, à ce stade-là du processus créatif, c'était tout à fait normal que ce soit illisible. Mais ça m'avait à l'époque profondément vexée parce que je me disais que ces écrits qui étaient donc tellement importants pour moi, mes amis les plus proches ne s'y intéressaient pas. Donc c'est pas une pensée qui est hyper agréable à avoir pour un jeune artiste débutant. Et surtout, je me disais aussi même, ça allait encore plus loin, je me disais peut-être qu'en réalité elles ont lu et elles ont trouvé ça tellement nul qu'elles n'osent pas me faire de retour.
Et ça, c'est encore pire. Donc vraiment, pour éviter ce genre de situation, ou pire, pour éviter une situation où vous montreriez votre travail créatif dans ses prémices à quelqu'un qui serait très critique et qui vous casserait un peu dans cet élan et qui vous mettrait cette graine de poison en fait, dans la tête, de vous dire que ce que vous faites est nul, pour éviter toutes ces situations, tous ces scénarios, acceptez que la seule validation dont vous avez réellement besoin, à ce stade, et j'ai même envie de dire de façon générale dans l'existence, c'est la vôtre. C'est la vôtre. Et cette validation-là, elle est d'autant plus facile, entre guillemets, à cultiver quand on a la conviction qu'on est dans son authenticité. Donc je vais finir sur ces paroles et je vais finir en vous lisant quelques petites citations et des petits messages qui sont donc soit des messages que j'ai sélectionnés dans ces deux livres, ou soit des petites phrases que j'ai écrites moi-même quand j'étais donc dans cette inspiration après avoir fait ces lectures. Alors là, c'est en anglais. Begin anyhow, ce qui veut dire commence, peu importe quand, peu importe comment. Il n'y a pas de parfait moment pour commencer quoi que ce soit. Le processus créatif est chaotique, désordonné. Mais c'est dans le chaos, c'est dans le désordre que se produit la magie. Ne cherche pas à être original, c'est presque impossible. Tout ce que font les humains est un éternel remixage de ce qui a déjà été fait dans le passé. Ton but ne doit pas être l'originalité, ton but doit être l'authenticité. Et l'authenticité, c'est le fait de créer l'art que tu ne peux pas ne pas créer. Tu ne peux pas ne pas le créer parce qu'il enflamme ton âme. La vibration d'être toi et de faire ce que tu aimes est magnétique. Elle attirera automatiquement à toi tout ce que tu désires et tout ce dont tu as besoin. Je suis un canal pour la créativité du divin. Ma créativité est le projet de Dieu pour moi. En écoutant ma créativité, je sers ce projet. Mes rêves, mes idées proviennent du divin, qui a le pouvoir de les accomplir. Mon seul rôle, ma seule mission, c'est d'écouter, puis d'agir. Ma créativité guérit. Elle me guérit moi et elle guérit les autres. Et pour finir, ma vérité n'est peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai confiance dans le fait qu'elle trouvera les personnes à qui elle est destinée. Sur ce, je vous souhaite de belles heures de créativité. Et pour celles et ceux qui ont envie de travailler avec moi dans des consultations de développement personnel en utilisant l'astrologie, je vous invite à aller dans le petit lien que je vais mettre en description pour en savoir plus sur mon travail et puis, si vous le souhaitez, réserver un créneau. Retrouvez-moi également sur ma page Instagram, l'Oracle Vagabonde, sur laquelle je partage régulièrement, presque quotidiennement, des pensées en rapport avec la spiritualité, l'astrologie et le cheminement spirituel. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Fini. Je pense que ça va faire 20 minutes à peu près. Ouais, après le cut. Ok.